Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Une nuit de pluie et c'est le cauchemar. Quelques heures de pluie censées apporter la bonne humeur ont provoqué mort d'hommes. À Alger, on parle de 7 morts dans une fillette qui a été emportée par les eaux. Des maisons effondrées et des routes coupées. Routes inondées, trémies, submergées. Oued en cru gravats, jonchant les places publiques, chaussées transformées en piscines, marées boueuses au milieu des cités, automobilistes piégés par les eaux et véhicules noyés. Autant d'images vues ces derniers jours dans la furie des trombes impétueuses qui s'abattaient sur la capitale, la transformant en quelques minutes d'une violence diluvienne inouïe en cloaque géant. Même les cimetières n'ont pas été épargnés par le déluge. Dans certaines régions du pays, des centaines d'élèves n'ont pu rejoindre leur banc de classe à cause de ces inondations. Et si l'hiver reprenait ses droits comme dans le temps, que se passerait-il ? Le cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger où il déclarait « Nous n'avons pas d'eau au niveau des robinets, mais nos 10 000 étudiants, nous avons de l'eau dans nos pieds. Nous vivons un paradoxe incroyable, un pays qui avance en reculant. L'Algérie a dépensé plus de 1 000 milliards de dollars ces dernières années pour tenter de moderniser l'économie nationale, les infrastructures et développer le pays. Ces dépenses représentent uniquement les investissements publics consacrés aux projets économiques. Elles n'englobent pas les budgets des fonctionnaires de l'État et de ses diverses institutions. En dépit de cet investissement massif consenti pendant 20 ans, l'Algérie est demeurée un pays sous-développé et pauvre. C'est un cas d'école de la mauvaise gouvernance et du gâchis qu'elle peut engendrer pour tout le pays, au potentiel très prometteur. Que comprendrait un étranger de la situation de notre pays? Que dalle, comme on dit en français, ce n'est une étrange situation de pays ruiné en voie d'extinction qui n'arrive pas à moderniser ses institutions, à être à l'avant-garde d'un développement humain en tirant profit de ses immenses richesses naturelles. L'Algérie, comme frappée de fatalité, la quatrième vague du Covid-19 est déjà là, sans qu'une information crédible soit donnée aux citoyens, les laissant dans l'ignorance totale sur l'intensité de cette dernière vague et quelles sont les mesures décidées par les autorités sanitaires pour faire face à cette situation. Une situation de pénurie de vaccins au début de l'année. L'Algérie est passée en 9 mois à une position d'abondance de doses en raison de la réticence des Algériens à se faire vacciner. Un vrai paradoxe. Alors que de nombreux pays, notamment africains, peinent à acquérir les doses nécessaires pour vacciner leur population. Rappelons-nous les incendies de cet été où la responsabilité de l'État en tant que personne morale est engagée pour crimes contre ses concitoyens, où l'on voyait une population complètement désarmée face à la violence des flammes et qui, avec un tuyau d'arrosage et qui, avec une pelle, tentait désespérément de sauver ce qui pouvait être sauvé et qui a occasionné plus de 250 victimes et des centaines de brûlés. La situation que vit notre pays est grave à tous les niveaux, autant qu'État d'un régime qui court inéluctablement à sa faillite, risque d'emmener notre pays à des moments incertains. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش الخمسة
avec une révolution pacifique. خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا مينتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش. Algérie de faillite en faillite, le peuple en souffrance, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Nordine Aoussat, militant politique, qui est universitaire aussi. Professeur Nordine Aoussat, bonsoir. Marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser Agouma, je suis... Je vais revenir à vous, professeur Nordine Aoussat. Je vais revenir à vous. On a avec nous Nazim Taleb, membre du mouvement Rached, qui est avec nous depuis Paris via Skype aussi. Nazim Taleb, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Nazim Taleb, on ne vous entend pas, Nazim Taleb. Je pense que vous l'avez mis en mute. Vous m'entendez là? Ah, très bien, très bien. Marhaba bik, c'est Nazim, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est l'oreillette qui ne marche pas alors. Merci, ce que je disais, c'est merci pour l'invitation. Mes salutations à vos invités et à tous les téléspectateurs. Allah ybarak fik, c'est Nazim. On va revenir à professeur Nordine Aoussat. Professeur Nordine Aoussat, marhaba bik. Salam alaikum, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous étiez un peu émotionnel. Tfadal, c'est Nordi. Bien sûr, j'étais très ému de voir le pays, de voir l'Algérie dans cet état. Ça ne peut que nous émouvoir, ça ne peut que nous toucher, nous attrister. Et c'est normal. C'est normal, c'est notre patrie, c'est notre pays. Et on est triste de le voir dans cet état. Merci, Sénordine. Je vais vous laisser le temps. On va essayer de faire passer quelques soundbites, des vidéos, bien sûr. On va commencer. On aura 2 volets dans cette émission. On parlera, bien sûr, de ces inondations. On avance. On a parlé d'un chiffre de 7 morts dans une fillette qui a été emportée par les eaux. Mais aussi on reviendra sur cette 4e vague du Covid qui a été annoncée par les autorités algériennes. Donc pour les inondations, on va juste faire passer le soundbite 1, nos amis à la régie, et voir donc ces images qui parlent par elles-mêmes, si on peut dire. On regarde ces images et je reviens à mes invités. هذا المشكل اسكو طرح عليهم جاوبنا اذا كانت عندهم الشجاعه واحد فيهم يجاوبنا هذا المشكل هل طرح عليهم واش هو الحل لهذا المشكل اسكو نستناو حتى يريب لي يكون على كاش واحد وتصرى كارثه باش يتحركوا ها قال لك لي طونشيتي ما دارتش عليها عام قال لك لي بارون طلعوا سرحوها ولات بيسين الفوق هيا الضغط والثقل تاع الماء واش قادر يدير ما قادرش تريب الضاله الفوقانيه ما قادرش تريب
ها سبحان الله العظيم سبحان الله. آخر حاجة هو اهتمام المواطن، آخر حاجة في عقولهم هي آخر حاجة اهتمام المواطن. ها لك هاي الحماية المدنية، هاي تخرج ولاد الناس، ها ويلحقنا، ها ويلحق التسيير، أصحاب الخبرة، هاي أصحاب الخبرة، هذا هو التسيير تاعكم، ها التسيير الحماية المدنية ولا تخرج لنا، هذا هو التسيير. Donc ça, c'est des images d'une école primaire. Vous avez vu les images, surtout les inondations à dos. Et malheureusement, c'est des images qui reviennent chaque année. Chaque année, c'est comme هذا البلاد يعني ما عندهاش اللي يحكمها، ما عندهاش، il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir. On va continuer malheureusement sur cette... on ne va pas dire que c'est déprimant, mais aussi le constat, il est là, il est amer. وين اللي حقت البلاد يعني on écoute juste ce monsieur, cet Algérien, qui a beaucoup de mal aussi quand il voit l'état de dégradation de la ville de Skikda. On l'écoute et je reviens à vous. Salam alaikum Cheikh. Cheikh, c'est la dégradation totale dans cette ville. Tu as vu tous ces vieilles bâtisses, tous ces bâtisses Hedou, ils faisaient le charme de la ville autrefois, comme l'hôtel de ville, l'hôtel de France, l'hôtel de police, hein? Tout ça faisait le charme et, je sais pas moi, la dégradation totale dont nous sommes arrivés. Même les visiteurs, quand ils venaient visiter la ville par la mer, ils étaient émerveillés de la beauté sublime qu'était autrefois Philippeville. Aujourd'hui, regarde la dégradation totale dont nous sommes arrivés. Hein? On lui a donné le nom de Philippeville. Pourquoi? Hein? Le premier bateau qui avait accosté ici dans la baie s'appelait Port-de-France, Fort-de-France. Puis quelques temps plus tard, on lui avait donné le nom de Philippeville en hommage au roi Louis-Philippe. En hommage au roi Louis-Philippe que lui-même avait adoré et aimé cette petite île. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont dépêché les plus grands ingénieurs à la construction de cette petite cité. La première construction a été le port en 1860, puis le palais de justice en 1864 par le grand ingénieur Albert Jean-Baptiste Jameau, d'ailleurs qui a construit un chef-d'œuvre ici, le palais de justice. Normalement, il devrait être classé comme patrimoine national, mais comme d'habitude, il est actuellement en train de tomber en ruine. C'est un chef-d'œuvre, il est unique en son genre. Puis il y a eu nos célèbres barcates que la grande duchesse Elisabeth Marie de Hongrie avait dépêché ici à Philippeville, l'ingénieur Sébastien Vaunoyen qui a construit nos célèbres barcates pour faire plaisir 62 ans plus tard, pour faire plaisir au roi Philippe qui est mort en 1849. On lui avait donné cette ville le nom d'un roi. Aucune ville d'Algérie n'a pris le nom d'un roi. Hein? Rire Philippeville. Simple Philippeville parce qu'ils l'ont adoré, ils l'ont aimé. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom du roi Louis-Philippe. Hein? Elle a été laissée à l'abandon maintenant, ça fait des décennies. Hein? Où sont les équipes de rénovation? Où sont? Hein? Ça fait maintenant des lustres qu'on n'a pas fait de rénovation. Etc., etc., etc. Hein? Des lustres et des lustres qu'on n'a pas fait de rénovation.
Comment on a pu arriver à une dégradation pareille, hein? Comment? Même les Français, avant de quitter les lieux ici, avant de partir en 62, ils ont laissé les lieux dans un état exemplaire, dans un état très propre. Regarde comment nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est nous qui avons dégradé la ville complètement, c'est nous. La faute de Dienne, c'est notre faute, c'est à nous de la dégradation totale. Regarde qu'est-ce qu'on a fait. C'est à nous. On aurait dû faire la rénovation, ça fait des décennies. Ou même avant de partir en 62, ils ont laissé des lieux très propres. Il faut dire la vérité. Regarde comment la ville est devenue une ville en ruine. Mais Venise est plus vieille que Philippeville. Elle a 1000 ans. Et elle résiste toujours. Comment Philippeville, elle date de maintenant 120 ans, elle est en train de tomber en ruine. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Etc., etc., etc. C'est des élus qui viennent pas pour travailler, ils viennent pratiquement pour voler, c'est des voleurs. C'est une concurrence qui est en train de faire. عم يصوتيو من الفلان اللي رندي لهذاك البارتي تاع الليبر وكسيتيرا اكسيتيرا. سي دي جون كي زون با دو برانسيب، ما عندهم لا برانسيب ما يحجموش، ما عندهم لا دين لا مله كما يقولوا بكري المارط اوداسوس فورتونا ما يحجموش. Ils sont en train de courir derrière l'argent. يحوسوا غير على الصوارد ما يحجموش. Ils sont audacieux. احنا شوف le français هذاك c'est un Philippevillois, il est né à Philippeville, Pierre Bérégovois. C'est un Philippevillois, il est né ici à Philippeville. على كلمة واحدة il s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans la tête. Hein? Regarde les hommes de principe تاع الصح. ها؟ احنا وينو ما تاع لي برانسيب؟ يسرق يولي يروح يسرق، سي دي فولور، ils ont pas de principe. ها؟ انت شوف الرخص اللي وصلنا ليه، الحبس بالذات عاد غالي، n'importe qui peut aller en prison. Premier ministre, il veut aller, يروح للحبس، chef du gouvernement général, chef. La prison est devenue à la portée de tout le monde. N'importe qui peut aller en prison. شوف الرخص هذا. Même les élus هذو عادوا ما يخافوش من الحبس، ils s'en foutent éperdument. Hein? Etc., etc. Si on continue, on n'arrête pas pendant des deux. Hein? Il vaut mieux qu'on rentre, frère. Hein? Il vaut mieux, restons-en là. Il vaut mieux qu'on rentre. Ram vous salue. Rien à rajouter. C'est des mots qui sortaient du cœur. Vous avez vu les images. Une dégradation totale. Philippeville, هذه كانت في وقت فرنسا. Maintenant c'est ce qui est là. خلينا نروحوا. On va aller. Professeur Nordine Aoussat, vous avez entendu donc ce cri de cœur, si on peut dire, de cet Algérien, de la situation de notre pays. Malheureusement, chaque fois on revient à ces sujets, un peu de pluie, au lieu que ça soit une bénédiction du bon Dieu. Ça devient un cauchemar pour nos compatriotes. Comment on peut décrire la situation, Nordine, si on s'éloigne un peu des émotions, parce qu'il n'y a pas un Algérien qui ne sera pas touché par ces images. Bien entendu, Nassar, je te salue, je salue Khona Nazim et je salue les téléspectateurs de El Magharibiya. Sinon, le citoyen, notre compatriote qui vient de parler, comme tu l'as si bien dit, il a tout dit. C'est un cri de cœur, mais c'est aussi un cri de la raison. Il parlait de façon rationnelle. Il parlait de son cœur, il parlait avec son cœur, il donnait des exemples, Et l'exemple avec lequel il avait fini, c'est le sujet qui ne cesse de me tarauder. Ça fait des jours et des jours que je réfléchis à ça. Quand il a cité l'exemple de Bérégovois, qui s'est tiré une balle dans la tête parce que on lui a reproché d'avoir failli à la discipline, d'avoir failli à l'honnêteté et à l'intégrité de son comportement. L'ancien Premier ministre français, c'est Nordine. Absolument. Et ça, c'était dans les années 90. C'était dans les années 90, c'était un ministre de Mitterrand. Et c'est l'exemple que je me donne ces derniers jours, que j'étais en train de réfléchir, les nôtres.
nos responsables, après je reviendrai à l'analyse de la situation et apporter quelques clarifications, nos autres responsables, on peut leur, je dirais, reprocher des défauts, des défaillances. On peut aussi déceler en eux, constater en eux des manquements, mais le plus grand de tous, c'est qu'ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. La honte, c'est la dernière des choses qui fait qu'un homme se comporte avec responsabilité, se comporte avec intégrité, se comporte comme sa mission, sa fonction exige de lui. Mais quand il n'a plus honte, il se comporte de n'importe quelle manière parce qu'il n'a plus honte. Cette honte-là qui lui dicte une conduite exemplaire. Sinon, Nassar, si tu permets, tu parlais tout à l'heure de déluge. Ce n'est même pas un déluge. Ce n'est même pas un ouragan. Ce n'est même pas un cyclone, parce qu'un cyclone, ce sont des pluies très fortes qui peuvent être accompagnées par des vents qui peuvent souffler jusqu'à 350 km à l'heure. Les nôtres, ce ne sont que des pluies déluviennes. Des pluies déluviennes, c'est-à-dire des pluies à forte précipitation. C'est uniquement ça. Si on avait, c'est-à-dire un tant soit peu, préparé les égouts et les regards et nos canalisations, on se retrouverait pas dans ces situations-là. Si nos constructions, tout à l'heure en voyant cette école où les jeunes, les élèves sont évacués par les hommes que nous saluons toujours de la protection civile, pourquoi cette eau? Comment? De la protection civile. Oui, par la protection civile. Pourquoi cette eau va-t-elle stagner dans une cour d'un lycée, d'une école ou d'un collège? Pourquoi? Si la construction a été faite convenablement et s'il y avait un contrôle de la construction, de celui qui a donné le marché et de celui qui a fait réception de ce marché-là. Mais le problème, il est là, c'est que nous sommes en face de l'exemple, la ruine de tout à l'heure, qui ressemble un peu à la faillite. On fait faillite quand on perd son capital, quand on perd sa richesse, et aussi on tombe en ruine. On tombe en ruine aussi quand ce que nous avons construit est en train de se démolir. Très bien. Restez avec nous, Sinourdine Aoussat. Nazim Taleb, je reviens à vous. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a été laissée à l'abandon quand on voit ces images, Nazim Taleb? C'est des images récurrentes chaque fois. Donc, il y a un peu de pluie et on voit des inondations un peu partout. Et on parle même de morts. On parle de 7 morts. Nazim Taleb. Bon, il est malheureux de dire que ces inondations ne sont que... Au final, c'est l'inondation d'un régime complet. Il n'y a pas une semaine, un jour qui ne passe pas en Algérie sans que la gestion catastrophique de ce régime depuis l'indépendance de l'Algérie ne sorte au grand jour. Aujourd'hui, on parle d'inondation. Hier, on parlait de crise de liquidité. Avant-hier, on parlait de la baisse du dinar. Là, il y a quelques mois, c'était les incendies. La hausse des prix, une hausse vertigineuse. Le harraga, l'état des hôpitaux qui est catastrophique. L'état des écoles qui est catastrophique, aussi bien le bâti que le contenu. Il n'y a pas, je dirais, un secteur ou une petite lueur, quelque chose qui sort du lot. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces inondations ne sont que le résultat d'une mauvaise gestion d'un régime qui est complètement illégitime, qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Parce que ces inondations, moi je me rappelle quand je parlais avec quelqu'un d'un certain âge, à l'époque de la France, il faisait à chaque fois, en période août, septembre, des tests d'étanchéité dans
dans les égouts, les regards, pour voir s'il n'y a pas des regards qui étaient bouchés. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Déjà, ça a disparu déjà dans les années 80, les tests d'étanchéité. Parce que personne n'est responsable. Personne n'est, comme on dit en anglais, questionable. Personne ne répond de ses actes. Donc, c'est la course à se remplir les poches, c'est la course à la corruption, c'est la course à bâtir des écoles ou même, en général, des constructions qui ne répondent pas à un minimum de réglementation ou de sécurité, de normes de sécurité. Et tout ça, c'est quoi aussi? C'est aussi la faillite de la formation initiale et continue. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, aussi bien n'a pas de diplômés qualifiés, mais elle n'a pas non plus de plombiers qualifiés, elle n'a pas non plus de maçons qualifiés, elle n'a pas non plus d'électriciens qualifiés. Comment voulez-vous qu'ils vont construire des routes avec des normes qui sont plus ou moins reconnues au niveau mondial? Donc, comment voulez-vous qu'un régime aussi voyou, c'est un régime, c'est des brigands, c'est de la mafia, comment voulez-vous qu'ils construisent un pays? Malheureusement, la personne a résumé, bien sûr, on n'est pas là pour chanter les louanges de la France, mais malheureusement, quand on voit l'état des constructions à l'époque de la France et des routes à l'époque de la France, il est fort malheureusement déplorable de constater que l'Algérie a reculé depuis 1962, du moins sur pas mal de niveaux. Donc c'est malheureux, 60 ans après, que les gens disent finalement la France a laissé des quartiers propres, des constructions propres, et finalement ce régime, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est un pays en ruine. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en ruine. Très bien. Et nos malheurs n'ont pas encore fini de nous surprendre, tant par leur amplitude que par leur sévérité. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On a été rejoint par M. Omar Ait Mokhtar, militant politique, qui est avec nous depuis Alger. M. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Omar. Merci. C'est moi qui vous remercie enfin. Je suis à Tijouz, pas à Alger. Ah, très bien, très bien. Donc, marhaba bik, c'est Omar. Vous êtes à Tizi, donc pas à Alger. C'est Omar, si on revient un peu sur la situation, vous avez entendu mes invités parler d'une situation qui est qu'on peut qualifier de faillite, de ruine, de faillite en faillite, et malheureusement c'est toujours le peuple qui souffre. Omar Ait Mokhtar, on est en train de parler d'inondation et ça revient chaque année. Il y a presque 7 morts à cause de ces inondations. Il y a quelques mois, on parlait de ces incendies qui ont touché un peu la Kabylie aussi, mais d'autres régions de notre pays. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pourquoi est-ce qu'il y a des autorités? Est-ce qu'il y a un pouvoir alors qu'on nous parle de campagne électorale, qu'on prépare des élections locales, qu'on nous parle aussi d'Algérie nouvelle? Omar Ait Mokhtar. Oui, juste les vos deux invités que je salue, on dit exactement la même chose. Ils ont noirci un tableau qui est déjà noir. Mais ce qui se passe est à notre image. Le débat est à notre image aussi. On ne propose rien. Mais bien évidemment que les choses vont mal. C'est que les précipitations, les dernières précipitations, on fait des inondations. Rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nettoyé justement les ponts, comment on appelle ça, les regards et tout ça. Les avaloirs. C'est quoi? Voilà. Donc le travail n'a pas été fait. Au mois d'août, il fallait nettoyer. Moi, quand je passe de Tijouz à Azazga, on attend à ce que l'État fasse quelque chose. Ni les entrepreneurs, ni les entreprises, ni les élus, personne, on s'en fout. Il faut que ce soit le président de la République qui viendrait les nettoyer, l'État, Beylik. On jette tout.
Donc, faut-il pas revoir notre comportement avant? Quand il y a des élections aujourd'hui, vous allez voir que la majorité des gens qui sont en place, les maires, pratiquement dans ma commune, un maire qui a fait 2 mandats RND, ou la mairie la plus corrompue de l'Algérie, il se présente indépendant et il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Je suis vraiment révolté. Là, je parle de moi, des gens, du peuple donc, et des citoyens. Comment accepter une élection sans débat? Sans faire le bilan de cette personne? On va comme ça voter, on dira, alors les gens ne votent pas. Je vous assure que je propose à ce qu'on nomme le maire. Pourquoi voter? Passer comme ça sans débat, c'est honteux. Donc moi j'ai honte qu'il n'y ait pas de débat. Déjà, je vais le provoquer peut-être, je vais essayer tout au moins, ça ne sera jamais faute d'essayer, mais il ne faut pas incomber la responsabilité toujours à l'État. L'État, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde, c'est voilà. Je vous assure que si les citoyens, voilà, donc la société civile joue son rôle, le wali ou le chef de daïra sera obligé de se plier à nos exigences. On ne fait rien. Ah, c'est l'État, c'est Beylik, c'est... Voilà, donc on ne fait pas ça en Europe. J'ai vécu 39 ans à Paris. Mais d'abord, il y a la responsabilité de l'élu et le citoyen qui ne laisse pas faire ce qu'il veut aussi. On ne laisse pas ses poubelles devant. On se pose la question, qui est responsable? Donc, les inondations, à chaque... Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. D'après vous, c'est Omar. D'après vous, c'est Omar. Voilà. Donc, ce qui se passe chez nous, c'est les citoyens qui sont responsables, c'est pas l'État. Ce qui se passe chez nous, nous sommes tous responsables parce que pour moi, l'État, on fait partie de ce puzzle de l'État. Le citoyen, c'est lui qui fait partie, justement, intégrante de l'État. Qu'est-ce que font les citoyens? Voilà, on tombe à pic. Il y a une élection locale qui est très importante. Vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de vos besoins directs devant votre porte. Il n'y a pas de débat. C'est de la corruption morale. C'est la fuite. Ah, c'est toujours l'État, ça va pas. Mais c'est quoi ça? Donc, vous savez, je n'ai pas la mentalité d'ici. J'ai vécu, je suis né ici. Je reviens, 39 ans après, on dirait que les gens marchent sur la tête. Je ne suis pas prétentieux à vous dire que je détiens la vérité, mais tout le monde est hypocrite. C'est la faute à qui? J'étais dans ma commune, chef-lieu de la commune tout à l'heure, et il n'y a pas de débat. Vous allez voter? Alors il y en a qui disent non, moi je ne vote pas. Ben tu es rentier, mais ça vous corrompu. Alors qu'il y a vote, fais attention. Mais je reçois quelques-uns dans mon bureau. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas construire un pays comme ça. Il faut ramener le mur des lamentations ici à Tizi Ouzou pour tout le monde qui même dans le plateau. On est là à décrire la situation, la description est parfaite, il y a des inondations, il y a des morts, il y avait l'incendie, il y aura encore autre chose. Mais que faisons-nous? On ne peut même pas s'entendre, on est 5, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Très bien. On va s'accuser mutuellement. Ce n'est pas non, il faut un débat constructif. Que va-t-on faire de ce pays qui est le nôtre? Ben, regardez, je vous fais une remarque. Vous voyez l'élection française, ça commence à vive allure dans tous les plateaux de télévision, des débats extraordinaires, mais tous les plateaux, on ne parle que de l'Algérie, des Algériens, de l'Algérie, des Haragas, du pouvoir algérien. Vous savez, nous sommes une matière, nous sommes une chair à canon, très bonne pour bouffer. Donc même les Français, Zemmour, machin, truc et tout ça, ils parlent que de l'Algérie, Xavier Bertrand. Mais vous savez, si nous prenons conscience, les Algériens de France pourront élire le prochain président français, parce que nous sommes vraiment une matière, c'est démontré par les potentiels candidats. Restez avec nous, c'est Omar, restez avec nous. Un grand pays, on ne sait pas le gérer. Restez avec nous, c'est Omar, restez avec nous parce que je dois... Restez avec nous, c'est Omar, je reviendrai à vous. Donc ça, c'est votre avis.
C'est Nourdine Aoussat, vous êtes en train de noircir la situation en Algérie d'après Omar Ait Mokhtar et que aussi nous, en tant que concitoyens, on est responsables de cette situation. C'est pas à M. Tebboune de venir donc nettoyer les avaloirs où on est tous responsables. Vous savez, commençons encore une fois, j'avais apporté une petite précision par rapport au nom, au qualificatif qu'on doit donner à ces eaux qui tombent du ciel et que ce sont que des pluies diluviennes et non pas un ouragan ou un cyclone. Apportons maintenant une autre précision par rapport à ce qui se trouve au sol. On appelle ces endroits-là où l'eau doit s'infiltrer en principe, on les appelle les regards. Comme regard, ça s'écrit de la même façon, comme le regard qu'on regarde avec les yeux. Parce que ce sont en fait des plaques d'égout qu'on ouvre pour regarder l'état, la situation des canalisations. Si ces canalisations-là sont en état d'absorber l'eau et de la laisser couler, ou bien elles sont bouchées. Donc nous, comme on se voile la face, comme notre ami tout à l'heure, comme nos responsables, etc., on paye toujours le prix à chaque pluie qui tombe, forte ou moyenne. Il y a ces égouts-là, il y a ces bouches d'égouts. On l'appelle aussi tout à l'égout. Normalement, le nom complet, c'est tout, TOUT, tout à l'égout. C'est-à-dire, tout doit partir normalement. Ça doit couler de sorte que tout à l'égout, tout peut partir. Mais nous, non, c'est pas le cas. Je ne pense pas que c'est de la faute du paquet de cigarettes que jette le citoyen, ou le gobelet que jettent les citoyens, ou la bouteille en plastique qu'ils jettent. Ça participe. Ça participe, certes. Mais il y a aussi le travail de ceux qui sont censés nettoyer, de ceux qui sont censés maintenir dans un état de pratique ces buses, ces égouts, ces canalisations qui ne le font pas. Je vais te rajouter une autre chose. Vous savez, en France, il y a une bouche d'égout qui est classée monument national. Monument national, parce qu'elle date du XVIe siècle et elle est visitée par les touristes. Je vais rajouter encore une autre chose. En France, moi-même, je l'ai visité, j'ai fait visiter mes étudiants. Le sous-sol parisien, c'est un lieu de tourisme. Les gens, ils font des queues et ils sont des milliers, parfois, à visiter le sous-sol parisien, par ce qu'on appelle les hécatombes. On les appelle les hécatombes. Que ce soit vous allez à Montparnasse ou à Denfert-Rochereau, il y a une queue, vous allez voir une queue des gens, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi font-ils la queue? Pour visiter le sous-sol. Pourquoi? Parce qu'il est maintenu. Parce qu'il est maintenu, parce qu'il est entretenu. Et ce n'est pas les citoyens, ce n'est pas la société civile qui l'entretient, c'est l'État, c'est les services de la voirie, c'est les milliers de fonctionnaires de la ville qui maintiennent cela. Donc ça, c'est pour apporter... donc si nous voyons noir la situation, c'est tout simplement parce que ceux qui sont censés la blanchir, ceux qui sont censés la rendre lumineuse et illuminée, ne le font pas. La faillite, elle est totale aujourd'hui, on y reviendra. Très bien. La faillite est totale, Nazim Taleb. Et aussi, Omar Ait Mokhtar vous dit que vous êtes en train de noircir. Donc la situation n'est pas aussi noire, Nazim Taleb. Bon, ce qu'il a dit, Monsieur Ait Mokhtar, m'a fait rappeler ce que j'avais étudié à l'époque en économie, la révolution de la qualité au Japon. Au Japon, à l'époque, dans les années 40, 50, ils avaient un problème de qualité. C'est-à-dire que c'était à peu près les Chinois d'aujourd'hui. Leurs produits n'étaient pas d'aussi bonne qualité. Et donc, ils ont ramené un statisticien très connu des États-Unis. Il leur a dit, au fait, votre problème, c'est que vous essayez de corriger le tir ou de réparer le produit qui sort de la chaîne de production. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est pourquoi ce produit est défectueux à la sortie de la chaîne de production. Donc, il faut voir en amont.
Or, M. Aït Mokhtar nous demande de regarder en aval. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas l'État, c'est le peuple. Et c'est à peu près le même problème que le Japon auquel il faisait face à l'époque. Le problème, M. Aït Mokhtar, ce n'est pas le Sha'b. Le Sha'b, il paye ses impôts à un État qui doit maintenir les services publics et la voirie et l'étanchéité des canalisations, etc., font partie des attributions régaliennes d'un État. Alors maintenant, effectivement, on peut avoir ces tâches régaliennes dévolues à la mairie ou à la daïra. Oui, ça, c'est pas un problème quand on est un peu plus ou moins décentralisé. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas le chef qui regarde. Effectivement, on peut dire que la responsabilité est collective. Mais encore une fois, M. Aït Mokhtar, il se contredit. Parce que Chab, quand il l'a quitté pour partir à Paris vivre 39 ans, et quand il est revenu, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Mais qu'est-ce qui a fait que ce peuple-là, en 62, est devenu le peuple d'aujourd'hui? C'est un régime militaire, encore une fois. Et ça, M. Aït Mokhtar ne le dit pas, je peux le comprendre. Il est en Algérie, c'est difficile de s'exprimer librement. D'ailleurs, il dit il n'y a pas de débat. C'est normal, M. Aït Mokhtar, il n'y a pas de débat. Regardez les gens qui sont en prison. Vous faites un post Facebook, vous critiquez un hôpital, vous critiquez un wali, vous critiquez un ministre, vous vous retrouvez en prison et vous vous étonnez qu'il n'y a pas de débat. Bien sûr qu'il n'y a pas de débat en Algérie. Regardez Mohamed Abdallah. Il a fait que des vidéos pour dénoncer la corruption. Il s'est retrouvé extradé vers l'Algérie qui vit aujourd'hui dans des conditions atroces. Sans parler des 200 ou 250 détenus d'opinion. Parce que pourquoi? Leur seul tort, c'est de débattre, justement. Et après, M. Aït Mokhtar nous dit on ne propose rien. Mais monsieur, je ne suis pas ministre. Moi, je n'ai pas à proposer. C'est à l'État de régler les problèmes des citoyens, ce n'est pas à moi. Parce que même si on propose des solutions concrètes, elles ne seront jamais appliquées. Pour une bonne et simple raison, encore une fois. C'est parce qu'on est gouverné par une poignée de généraux corrompus dont le peuple est leur dernier des soucis. Regardez les budgets, encore une fois, des lois de finances. On augmente la police, on maintient le budget de l'armement, et donc à peu près entre ces deux-là, c'est 40% du budget de l'État, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40% du budget de l'État est consacré à la police et à l'armée. Et ça, c'est sans parler des équipements qu'on ne voit jamais dans les lois de finances, et qui sont à peu près dans l'ordre de 9 à 10 milliards. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on propose dans la loi de finances? C'est de supprimer les subventions, sous prétexte qu'elles profitent à 25% des plus riches. Alors l'Algérie, je ne sais pas, peut-être c'est le seul pays où il y a 25% de riches. Ça n'existe nulle part ailleurs. Après, je ne dis pas que le système de subvention, il ne faut pas le réformer en Algérie. Mais au fait, on va priver 75% d'après leur d'Algériens de subventions qui vont les aider à acheter du lait, du pain, etc., pour punir, finalement, entre guillemets, 25%. Donc, pour résumer, c'est l'État, aussi bien l'État centralisateur qu'un État décentralisateur, que de fournir une qualité de vie à leurs citoyens, à savoir la santé, l'éducation, la liberté d'expression, la liberté de débattre, la voirie, etc. Il est force de constater qu'on a réussi dans aucun des points que je viens de citer. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On a été rejoint avant de donner la parole. Je sais que peut-être Omar Aït Mokhtar veut rebondir sur ce qui a été dit, mais je vais donner d'abord la parole à Dr Mohamed Lamine Chibane qui nous a rejoint. J'espère qu'il est avec nous. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salut vos invités. Vos invités en particulier le professeur Sinourdine Aoussat.
Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers la diaspora et d'Algérie. Et كل الأحرار والشرفاء اللي يتابعوا قناة الحبيبة، قناة المغاربية، قناة الشعب. Allah يبارك فيك docteur. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que hier vous étiez avec nous, mais il y a eu des soucis donc de connexion, de communication. On va vous faire passer le passage qu'on a passé hier, ce cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement, docteur. Ce qui fait que, malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc, il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps et beaucoup posé la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. J'ai profité du passage d'un haut responsable militaire chargé des infrastructures dans la région du Grand Alger pour lui demander de me donner un avis sur la situation architecturale de cette structure. Et nous avons fait une petite visite relativement rapide et le verdict ou le diagnostic qu'il m'a fait froid dans le dos, pour ne pas dire m'a glacé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur le doyen, si vous n'entreprenez pas immédiatement des travaux pour corriger les anomalies qui existent, dans moins de 10 ans, cette structure va s'effondrer. Dixit. Alors je me suis dit, il faut que nous parlions de tout ça parce que nous allons vivre ensemble, nous allons partager ces difficultés, nous allons partager ces angoisses, donc il faut qu'on puisse les prendre en charge ensemble. Et nous faisons appel aujourd'hui, solennellement, au pouvoir public pour nous aider à trouver des solutions à cette situation, je ne veux pas la qualifier, à cette situation difficile à vivre, et en particulier pour tous les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Et je vous rappelle qu'ils sont en moyenne une dizaine de milliers. 10 000 étudiants en médecine. Vous avez entendu donc le cri de détresse du doyen de la faculté de médecine d'Alger, l'Akhdar Green. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce cri de détresse? Bien sûr, mon ami Nasser, كل التقدير والاحترام للدوyen de la faculté de médecine. Et il me fait rappeler la citation de Sigmund Bert, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Alors, Einstein dit le monde va mal, pas à cause de ceux qui font du mal, mais surtout à ceux qui l'espèrent. Et ce monsieur, ce doyen, il dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il est, et maintenant, comme l'élite, qu'on a le courage et de dire tout ce que beaucoup pensent tout bas. Jean-Jacques Rousseau, il dit, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Et donc, encore une fois, je salue le courage de ce doyen. Il y a une situation que vit notre pays, docteur, à tous les niveaux. On parle des médecins, de potentiels médecins. Dans quelques années, c'est des étudiants, certes, et qui sont traités de cette façon. Même de l'eau, le paradoxe dont il a parlé le doyen de la faculté, il n'y a pas d'eau dans les robinets, mais malheureusement, on en a plein d'eau au niveau des pieds. Tout à fait, sénateur. Tout à fait.
Et Wallah, hier, je n'ai pas terminé ma citation et malheureusement... absolument. Je vous rappelle la citation de Tête Biasine, quand il disait « On ne sort pas d'une révolution pour se taire ». On ne sort pas d'une révolution pour se taire. Alors, mon ami Nasser, il est vrai que nous vivons des situations tragiques, difficiles pour nos étudiants et pour nos confrères et nos consoeurs les médecins. Et voilà l'élite. L'argent que nous dépensons à tort et à travers, au lieu d'augmenter le budget pour l'enseignement supérieur, au lieu d'augmenter le budget pour la santé, au lieu d'augmenter le budget pour l'éducation, on augmente le budget pour d'autres secteurs que je ne voudrais pas citer, et que vous le saviez très bien, malheureusement qui sont improductifs et qui sont inappropriés. Eh bien, nous récoltons ce que nous avons semé. Qui est responsable, docteur, qui est responsable, docteur, du malheur que vit notre pays? Parce que chaque secteur, c'est une vraie catastrophe. On parle de médecins, l'élite potentielle de demain, si on peut dire. Nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on lui confie un pouvoir illimité. Qui est responsable? C'est clair. Les décideurs, ceux qui sont au pouvoir, c'est eux les responsables. Ils doivent assumer. Alors, nous regrettons cet état de fait que des étudiants, l'élite, c'est la crème du peuple algérien, dans telles conditions. Et puis tout à l'heure, nous avons vu nos jeunes écoliers, comment ils étaient, dans quelles conditions ils étaient. Donc là, c'est clair, net et précis, l'État algérien est responsable et l'Assemblée populaire nationale est responsable quand il décide d'augmenter les budgets pour certains secteurs au détriment de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Voilà ceux qui sont responsables. Restez avec nous, docteur, parce qu'on va revenir sur ce qu'a déclaré, si on peut dire, le directeur de l'IPA. Donc, il parle d'une quatrième vague de Covid qui va toucher l'Algérie. Mais avant de revenir sur ça, on va juste donner la parole à Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, on ne peut pas dire que les autorités ne sont pas responsables de ce qui se passe en Algérie, Omar Ait Mokhtar. C'est se voiler la face, de ne pas dire que c'est les gens qui sont au pouvoir, qui nous ont amenés à des situations pareilles. Quand on parle de recul, quand on parle de la situation de l'Algérie en 2021, ça fait très mal au cœur de faire des constats très négatifs de notre pays. Écoutez, le constat est négatif. Il y a un naufrage collectif. Le bateau a coulé, tout le monde est mouillé. Ça, je ne blanchis personne. Moi, je vois l'Algérie dans les premières 15 puissances mondiales. On a tous les moyens d'atteindre cette place, si ce n'est pas dans les 10 premiers. Ça, c'est clair. J'ai entendu donc le doyen de la faculté de médecine, c'est ça, hein? Il y a 17 000 médecins formés en Algérie qui sont en France, pas en Europe. Tous les hôpitaux français ont au moins un chef de service algérien formé en Algérie. Et l'Algérie, elle le forme gratuitement. Elle va faire le bonheur des hôpitaux de la PHP, des hôpitaux français. Et c'est la faute à qui c'est Omar, c'est la faute à qui? Attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire parce que celui qui est passé juste avant le doyen, il a dit que je comprends Omar Ait Mokhtar, il est en Algérie, il ne peut pas s'exprimer. Je lui dis, Omar Ait Mokhtar s'est toujours exprimé et il ne peut pas s'exprimer comme moi, sauf que moi, en France, j'ai été le premier à faire des rassemblements devant Air Algérie parce que les billets sont exorbitants et c'est un vol qualifié
Et j'ai envoyé donc une correspondance au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, parce qu'il voulait créer une commission d'enquête sur l'Algérie. Il n'y a aucune commission d'enquête à créer, c'est faux. Je connais le sujet parfaitement. Il faut baisser les tarifs des billets pour la ligne. Après, l'Algérie se débrouille. Maintenant, si on doit défendre l'Algérie au détriment des intérêts de l'Algérie et des Algériens, ben, on comprend. Il faut 10 000 employés au lieu de 3 000, on comprend très bien. Ça, c'est une chose. Donc, en Algérie, j'ai toujours dit ce que je pense. Le jour où je me dirais, je suis prêt à aller en prison pour avoir dit la vérité. Mais vous avez aussi, c'est Omar, vous avez aussi supporté si on peut dire, le 5e mandat de Bouteflika. Mais 5e mandat de Bouteflika, s'il savait, demain je vote pour lui. Bouteflika a laissé l'Algérie sans dette. Bouteflika vous en fait tous les... Vous savez, il n'y a pas un patelin qui n'a pas une école primaire, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas une mosquée. Qu'est-ce que tu veux que l'Algérie n'ait pas endetté? Arrêtez de parler dans le vide. Je ne suis pas ni Abdou Sommar, ni Chebabou Hachakour, parce qu'on prononce les noms. Je suis en Algérie. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. J'ai déposé une plainte contre le Moueli de Tizi, pas celui-là, Mahmoud de Maï, parce que je lui ai dit, nous sommes dans une wilaya corrompue. Et la même plainte contre le PAPOI actuel aussi qui se présente. J'appelle les gens à voter contre lui. Je le dis honnêtement et ouvertement. Mais en Algérie, nous avons ce pays, on doit réfléchir à comment s'en sortir. Le pays n'est pas endetté. Il a une jeunesse qui peut le transformer. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, je ne blanchis pas les dirigeants. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Quand il y a une élection, il n'y a pas de débat. Moi, je fais un débat dans mes pages, dans les réseaux sociaux. Je vois des gens, je dis ce que je pense, je dépose des plaintes. Par exemple, voilà, il y a le maire de Fréha qui est un corrompu, mais je le dis, s'il faut déposer des plaintes, il peut y aller. Il a été blanchi dans une affaire, mais je demande au procureur de faire appel. C'est honteux, scandaleux. L'aérodrome de Fréha doit revenir à l'utilité publique. On n'a pas à vendre des terrains, des postes, des réserves communales. Comme ça, on n'a pas une école, on n'a rien pour la petite enfance, on n'a rien pour l'éducation. Après, on gueule, pourquoi les jeunes, ils s'en vont, harraguer et tout ça. Donc, moi, je suis révolté, je suis ici, j'ai envie de donner à ce pays. Je comprends toutes les critiques, je ne peux pas dire que ça se passe très bien, c'est faux. Je suis honnête d'abord avec moi-même et je ne cherche à plaire à personne. Et dire, je réponds à ce monsieur qui me disait, il est en Algérie là. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité, cher monsieur. Même mon village, 5 personnes m'ont fait un coup, ils m'ont banni du village. Et Dieu sait que 99% des villageois m'estiment. Parce que dire la vérité, et pourtant, c'est Omar. C'est Omar. Et pourtant, il y a beaucoup d'Algériens qui essayent de dire la vérité et qui se retrouvent maintenant en prison, qui sont poursuivis, qui sont... Omar Mokhtar, il dit la vérité, il a déposé plainte contre l'ex-Wali, parce que Wali actuel. Est-ce que Wali, j'ai un autre sujet à discuter avec lui, je suis prêt à aller en prison. Parce que moi, j'ai le droit de défendre la République. Je suis algérien, convaincu, et je sais que c'est un grand pays. Donc c'est mon pays. Pourquoi je reviens ici? Il y a des gens qui me disent, tu es malade, les gens ils achètent les visas, toi tu as... J'aime ce pays, j'ai envie de donner. Très bien. J'ai écrit le Premier ministre hier, en lui disant que nous avons un PDG de la bourse d'Alger, je vous assure qu'il est celui de Paris, celui d'Allemagne, celui de tout ce que tu veux, mais la bourse ne fonctionne pas. Pourquoi? Il manque un courage politique. Il faut avoir ce courage. Moi, j'ai envie d'aider ce pays. Je n'ai pas envie de parler dans le vide, de tirer sur n'importe qui. C'est Omar, on n'arrive pas à gérer quelques pluies. On va arriver à gérer une bourse. C'est parce que, vous savez, ils ont prié pour s'attendre. Heureusement qu'il y a de la pluie. Je suis en train d'écouter la pluie de chez moi, là. Vous entendez? Très bien. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Je dois
donner la parole aussi aux autres invités. Sinourdine, تفضل Sinourdine. Vous avez entendu Omar Ait Mokhtar, et on doit donc, tout le monde doit mettre la main à la pâte si on veut que ce pays s'en sorte. On ne doit pas rester seulement à faire des constats. Absolument. La première parole, il peut réécouter l'émission. C'est Omar Ait Mokhtar, il peut réécouter l'émission. Il se rendra compte que la première phrase qu'il a employée, c'est de dire nous disons tous la même chose. Yani Nazim, Taleb, moi et lui, et maintenant docteur Shiban, que je salue, qui nous a rejoint, nous disons tous la même chose. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on dise la même chose. Nous ne disons pas du tout, je dirais, mais pas du tout la même chose. Si Omar Ait Mokhtar, juste un petit commentaire, il montre, je dis la vérité, et il nous dit, je ne dirai pas, ça se passe très bien. Je ne dirai pas, ça se passe très bien. Déjà, rien que ce mot, c'est Omar, c'est un mensonge. Non seulement on ne peut pas, absolument pas dire que ça se passe très bien, ni même que ça se passe bien. Ce qu'il faudrait dire, si on veut dire la vérité, c'est que ça se passe très mal, mon frère. Ça se passe très très mal. Quand des Algériens se jettent en mer pour ne pas rester dans leur pays, ça se passe très mal. Quand tout à l'heure, on parlait du miracle, le doyen de la faculté, il dit il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau dans les robinets d'une faculté de médecine. Une faculté de médecine n'a pas d'eau dans les robinets, alors que les pieds des étudiants sont immergés dans de l'eau. Ça va très mal, donc ça va très mal. On peut pas. Et aussi, quand alors là, je suis impardonnable. Je peux comprendre qu'il ne soit pas économiste, qu'il ne comprend pas l'économie, qu'il ne comprend pas très bien l'économie, mais se permettre ou oser parler de la bourse en Algérie, c'est ne rien comprendre. Aussi oser dire que je suis prêt à voter pour Bouteflika, mais ça ne va pas à la tête, parce que Bouteflika, soi-disant, a laissé un pays non endetté. L'Algérie, c'est un pays très très endetté, c'est Omar Ait Mokhtar. C'est pas seulement le fait d'être endetté vis-à-vis de l'extérieur qu'on appelle un pays endetté. Quand vous avez un pays qui a appuyé sur la planche à billets et qui a créé presque 50 milliards de dollars, 50 milliards de dollars pour lesquels il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de services équivalents qui ont été créés, c'est une dette. On a créé de la dette. Quand on fait de la... Donc l'Algérie, c'est un pays... nous ne parlons pas dans le vide, nous. Nous parlons avec notre responsabilité et nous disons la vérité. L'Algérie, voilà, je vais vous la... J'ai encore 1 ou 2 minutes. 30 secondes, Sinourdine, parce qu'on doit passer très rapidement aussi à cette 4e vague du Covid. Voilà, donc la 4e vague du Covid, je vous laisse le soin de l'introduire. Ça tombe bien. Très bien, très bien. Restez Sinourdine معنا, يعطيك الصحة. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais aussi on va donner aussi la parole à C. Omar, qu'on salue aussi, qui a toujours été avec nous dans des émissions. Bien sûr, il donne son avis en toute liberté et ça reste donc son avis. Nazim Taleb, très rapidement, si vous voulez donc qu'on entame ce volet du Covid-19. Donc on parle de la 4e vague qui a commencé en Algérie. Et d'après le docteur Fawzi Darrar, le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, la vague a commencé en Algérie. Donc, et un paradoxe aussi, quand on est en train de parler de paradoxe, c'est que il y a une campagne électorale, on laisse les gens donc se réunir dans des salles et pour eux donc il n'y a pas de souci. Votre réaction, c'est Nazim? Non, juste un petit commentaire par rapport à la dette. Si on se tient juste à la dette comme critère pour un pays, Monsieur Ait Mokhtar, je vous invite à voir les dettes de l'Allemagne, du Japon, des États-Unis, de l'Angleterre. C'est des dettes astronomiques. Les dettes
Monsieur Aït Mortar n'est pas un mal en soi quand ils sont bien investis. Forcément, on s'endette pour investir. L'Algérie, aujourd'hui, elle ne s'endette pas pour investir, bien au contraire, elle s'endette pour maintenir un semblant de paix sociale. Et juste pour finir sur ce point, l'Algérie aujourd'hui a une dette intérieure à peu près qui équivaut à 60% de son PIB, à savoir à peu près autour de 100 milliards de dollars. Donc l'Algérie est bien endettée. Bref. Bon, concernant le Covid, je crois que la chanson, on la connaît. Le Covid, saison 1, saison 2, saison 3, on ferme les mosquées, on ferme tout, mais on laisse les salles pour les élections, il n'y a pas de souci. On laisse les gens se réunir pour aller fêter les élections ou pour faire l'achat, pour inviter les gens pour que... Et on parle peut-être d'un éventuel confinement total, si Nazim, juste après les élections, peut-être le 1er ou le 2 décembre. Bon, justement, c'est ça où je voulais en venir. S'il y a vraiment un gros risque d'une 4e vague, il faut faire le blackout maintenant. Il faut faire comme la Hollande, par exemple. La Hollande, à ce moment-là, il faut annuler les élections. Or, ils ne vont pas le faire parce que les élections, encore une fois, pour eux, c'est important. Et contrairement, malheureusement, à ce que disait Monsieur Aït Mortar, qui disait que les élections locales arrivent, c'est important de voter, ben, les Algériens ont voté depuis 1962, ça n'a strictement rien changé avec eux. Et donc, c'est Monsieur Aït Mortar, vous estimez que vous pouvez tout dire. À ce moment-là, dites aux gens que pourquoi ça n'a pas changé, parce que l'Algérie est gouvernée par une bande de truands, de malfrats, de Kemchet généralettes qui ont mis le pays à genoux. Et là, vous verrez si, contrairement aux 200 détenus qui sont en prison, vous n'allez pas passer la nuit en prison. Parce que malheureusement, c'est ça ce qu'il faudra dire. Et si on veut dire la vérité aux gens, c'est pas en s'attaquant à un wali, parce que je crois que vous avez finalement pas compris mon histoire de la révolution de qualité japonaise. Le wali n'est que la conséquence d'un régime militaire. Il a été nommé par les militaires, comme Tebboune a été nommé par les militaires, comme Bouteflika a été ramené par les militaires, comme Zerwel a été ramené par les militaires, comme Chedli a été par les militaires. Donc ça a toujours été une cooptation ou une désignation. C'est un régime militaire. Si vous avez, franchement, ça sera en votre honneur si vous pouviez dire, et quand vous prétendez avoir le courage de le dire sur la chaîne que l'Algérie, son problème, c'est pas l'ouali ou l'élu local, c'est les Kemchet généralettes, les Ramhatmin, le bled depuis 1962. Donc encore une fois, ces élections locales vont être une mascarade. Rappelez-vous, Nasser, que les élections législatives, c'était à peu près 23% de taux de participation en gonflant bien sûr les chiffres. Les élections présidentielles étaient aux alentours de 30% en gonflant les chiffres. Donc je vous laisse imaginer comment dirais-je, la désinvolture, je dirais le désintérêt complet que les Algériens peuvent avoir dans ces élections locales, qui finalement, ceux qui y participent ne font que perdurer un régime qui est complètement désarçonné, déboussolé et en faillite généralisée. Merci. Restez avec nous, Nazim Taleb. On va donner la parole à Dr Mohamed Lamine Chibane. Docteur, si on revient, donc, c'est un peu votre spécialité. Le docteur Fawzi Darral, le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, parle que l'Algérie donc la 4e vague a commencé en Algérie. La question qu'on se pose, donc pourquoi laisser cette campagne électorale et pourquoi organiser ces élections municipales? Votre réaction, docteur, surtout, il y a un paradoxe aussi. On est en train de parler de paradoxes qui touchent notre pays. Au début de l'année, on se plaignait, il n'y avait pas assez de vaccins. Maintenant, on parle de 13 millions de doses de vaccins que les Algériens d'abord ne veulent pas se vacciner parce que il n'y a pas de confiance, entre les autorités, si on peut dire. Comment expliquer cette situation, docteur? Oui, tout à fait. C'est ça, 13 millions de doses. Le ministre de la Santé lui-même craint qu'ils vont être périmés et qu'ils ne vont pas être utilisés. 13 millions de doses, nous avons un stock.
Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous permettez, j'ai un article, le Watan du 12 novembre 2012, signé par le professeur Ouchichi, qui est un docteur en sciences politiques, qui est un professeur en économie à l'université de Béjaïa. Il dit l'Algérie, c'est-à-dire en 2012, du temps où Boutef était في بحبوحة كبيرة. يقول باللي, vous m'entendez? Très très bien docteur, très bien. دكتور الو تفضل الدكتور انا نسمعوا فيك تفضل. Oui, alors l'Algérie est parmi les plus grands gaspilleurs de la planète. Alors, quand il s'est offert, c'est pas pour faire le procès de l'ancien président mais quand il s'est offert en 2009 un jumbo jet A340 acheté en 2008 pour 312 millions de dollars, plus 40 millions de dollars d'aménagement, l'équivalent à peu près de 4000 milliards. طيارة 4000 مليار وخلانا فرنك كندير. Bon, là, je ferme la parenthèse. Sans oublier la voiture BND qui s'est permis, qui coûtait à l'époque, la Belgique, 1 million d'euros, 1,2 million d'euros. Voilà, pauvre Algérie, et avec la complicité justement de cette assemblée qui a fermé l'œil. Et puis justement, je rejoins votre invité de Tizi Ouzou. Pourquoi alors les messages al-Boukoul? Est-ce que vous savez, et votre invité de Tizi le sait, comme c'est Nourdine Al-Fat et Sinadi, que le tiers qui est praticien à diplôme hors européen, si vous prenez dans un hôpital les médecins qui se trouvent en France, le tiers qui sont venus des quatre coins du monde, le tiers c'est des Algériens. Allez Charbou, le France. Parce que quand vous comparez la paye d'un infirmier en France, l'équivalent de 40 millions centimes, 40 millions de centimes de France. Alors venez voir combien touche le médecin de santé publique. Et on ne lui donne pas la prime, on n'encourage pas, alors que la décision était venue de lui-même. Pour revenir à votre question, c'est Nasser, rapidement, parce que vous savez que l'OMS craint un demi-million de nouveaux décès, 500,000 moutas, d'ici fin février, en Europe. Alors vous voyez la gravité de la situation. L'Algérie figure justement dans la classe des pays qui enregistrent un énorme retard de vaccination. Pourquoi l'Algérien bouge la vaccination? Pourquoi l'Algérie? Là, il faut revenir à sa psychologie. Alors, il n'y a pas de confiance, il y a une rupture, un sentiment de rupture entre le pouvoir et le peuple. L'Algérien ne croit plus à toutes les décisions qui viennent de haut. En plus, je reviens à la Fondation pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, Forum, qui vient de déclarer, il met en garde contre les risques dévastateurs de cette nouvelle pandémie. C'est à la 4e vague. Nous avons déjà eu une vague en l'année 2020. La 3e vague, on l'a eu, nous avons perdu. Est-ce que vous savez, c'est Nasser? Et là, je rends hommage à tous mes confrères, consorts. Nous avons perdu plus de 300 médecins. C'est par manque d'oxygène. Je le répète, par manque d'oxygène. Voilà où on est. Voilà où est la situation. Alors, la population bouge la vaccination. Et la courbe de contamination, elle continue à monter, atteignant 140 cas positifs, après avoir atteint sous la barre de 70. L'État, attention, nous sommes dans une situation très grave. Nous n'allons pas répéter ce qui s'est passé au mois de juillet et au mois d'août. Merci. Barakallahu fik. يعطيك صحة دكتور بارك الله فيك دكتور محمد Lamine Chibane qui était avec nous médecin depuis le Bouaqi. Oumaret Mokhtar 30 secondes s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire le mot de la fin? On ne va pas échapper à la règle. Tous les pays du monde sont logés à la même enseigne. On va être comme tout le monde. Après, quand je vois le ministre me dire qu'il y a 13 millions de doses qui sont là, il communique très mal, il lui faut un bon directeur de communication
C'est pas le fait qu'il se montre tous les jours à la télé. Il faut un bon directeur de communication et un gestionnaire. Par contre, si je vous dis ce qui se passe en Algérie, c'est que les gens ont peur de se faire vacciner. Alors les jeunes disent, ah non, le vaccin, ils caroient aux discussions de café, de Facebook. Ah ben, sinon tu vas être stérilisé, tu vas pas avoir d'enfants. Donc les gens ont peur. Pas de faire vacciner. Non, ben voilà. Il faut voir la mort devant pour le jour où il n'y avait pas de gaz, machin. Donc tout le monde a couru pour se faire vacciner. Aujourd'hui, non. Donc voilà. Le dernier mot, c'est que j'ai entendu le mec qui disait que la bourse, moi je ne connais pas, je ne suis pas économiste et tout ça. Cher monsieur, aux États-Unis, à un certain seuil de chiffre d'affaires, tu es obligé de rentrer en bourse. Nous sommes un pays à 75% d'informels. Ne dis pas que les gens payent leurs impôts. Donc, la charge, comme ça, nous sommes un pays rentier, oui, mais l'État doit mettre un terme. Merci, Oumaret Mokhtar. Une analyse scientifique. Yatik Saha, c'est Oumaret Mokhtar. Merci. Le mot de la fin, Nazim Taleb. Après, je vais terminer avec Nordine Aoussat. Très rapidement, Nazim Taleb, parce qu'on n'a pas le temps, on doit conclure cette émission. Non, c'est toujours rigolo quand on parle de la bourse américaine ou des autres bourses, alors que notre bourse, il y a 3 sociétés qui se battent en duel. Je vous jure qu'une fois, j'ai fait une petite émission avec Ma'an Rached où il y avait des semaines entières, il n'y avait pas une seule transaction sur la bourse d'Alger. Donc c'est toujours marrant d'entendre des gens qui disent la bourse des États-Unis. Et rien n'oblige une société à s'introduire en bourse, peu importe son chiffre d'affaires. Ça, c'est absolument faux. Une société, c'est une gestion managériale interne. Si elle veut s'introduire en bourse, c'est son choix. Si elle veut rester en dehors de la bourse, c'est son choix aussi. Bref, le mot de la fin, c'est je crois que il y a un espoir que des gens au sein de l'armée notamment, Shorafa, Nouzaha, qu'ils comprennent la gravité de la situation. Parce qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que l'Algérie fonce à une grande vitesse vers... c'est même pas l'inconnu. On connaît le résultat justement de cette trajectoire. Très rapidement, Nazim, très rapidement s'il vous plaît. Je dirais que l'espoir aujourd'hui... Et il faut toujours garder l'espoir qu'il y a des gens au sein de ce régime, à un moment donné, qui prennent conscience qu'il faut ouvrir les vannes, il faut aller vers une période de transition, dialoguer, et toute critique n'est pas forcément quelque chose parce qu'on n'aime pas ce pays ou qui est une menace pour la sécurité de l'État. Merci. Dans chaque État qui se respecte, la critique, elle est légitime du moment qu'elle est justifiée et constructive. Merci Nazim Taleb. Nordine Aoussat, très rapidement, c'est Nazim. C'est Nordine, pardon. Le miracle algérien. C'est Nordine. Cette caricature de dilemme qui est plus vraie que nature, d'accord? Donc le miracle algérien. Si vous regardez la première page de la revue El Jaish de ce mois de novembre, le miracle éternel, El Mu'jiza Al Khalida. Donc, ce qu'on doit comprendre, le peuple algérien, il a encore quoi de changer, mais il faut que les militaires quittent la politique. Merci, c'est Nordine. Barakallahu fik, yatik saha, c'est Nordine. Merci à tous mes invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikum. Qawa ala khair.